Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au cours 6. OK, ceci étant dit, on va commencer le cours d'aujourd'hui qui est la diversification. La semaine passée, on avait vu un exemple où est-ce qu'on avait un titre qui avait un rendement de 10% et un deuxième titre qui avait un rendement de 10%. Les deux avaient un risque de 0,64, mais quand on les mettait ensemble, un tiers l'actif A et deux tiers l'actif B, le portefeuille avait toujours un rendement attendu de 10%, mais le risque lié à ce portefeuille était inférieur à 0,64 à cause des bénéfices de diversification. Dans notre exemple, les deux titres étaient corrélés à 0,3. Donc, ils n'étaient pas parfaitement corrélés. Il y avait des bénéfices de diversification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder, on va commencer avec un exemple où est-ce qu'on regarde deux titres A et B et qui ne sont pas parfaitement corrélés. Et on commence à regarder quelle est la proportion que je peux investir dans A et la proportion que je peux investir dans B, de telle façon que je suis capable de minimiser le risque du portefeuille. Et il va y avoir un risque qu'on n'est pas capable de minimiser, d'éliminer, c'est le risque global du marché. Alors, non-diversifiable risk en anglais, market risk. Et tu as le risque qui est spécifique aux compagnies avec un portefeuille assez grand, bien diversifié. On est capable d'éliminer ce risque. Diversifiable risk ou le risque spécifique à un titre. Donc, alors, depuis le début de la session, on utilise le taux sans risque. Alors, RF, c'est le taux sans risque, c'est le rendement des bons du Trésor à court terme. C'est aussi le taux d'inflation. C'est le seul titre dans notre portefeuille qui est sans risque. On a vu la semaine passée le rendement du marché. Alors, généralement, c'est dénoter l'espérance du rendement du marché, parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que le marché, ça peut monter, ça peut baisser et ça peut rester flat. Mais à long terme, on peut s'attendre à faire environ du 10%. Alors, du 8 sur 10%. Et je vous ai dit que net d'inflation, c'est environ 7%. On a vu au cours 3 et au cours 4 deux modèles pour le rendement attendu des actionnaires d'un titre, alors que ce soit n'importe quel titre. Alors, on avait vu CAPM, qui est lié au taux sans risque et au rendement du marché avec une statistique qui s'appelle bêta. Alors, juste pour répondre à la question de la semaine passée, pourquoi est-ce que le bêta de Yahoo il diffère du bêta de tous les autres sites? C'est justement que Yahoo utilise des données sur les 5 dernières années, alors utilise des données mensuelles. Donc, on va utiliser 60 données sur les 5 dernières années. Google Finance utilise des données hebdomadaires sur les 3 dernières années, alors 150 données hebdomadaires. Alors, c'est tout simplement la façon qu'on récolte les informations. C'est le même principe, par contre, l'horizon temporel est différent entre les deux. Alors, lequel est bon? Écoutez, bêta, c'est une mesure de données historiques. On utilise le passé pour prédire le futur. Alors, ils sont aussi bons, ou je devrais dire aussi erronés, parce que CAPM reflète juste 20% de la réalité. C'est notre meilleur modèle, lui avec le modèle de Gordon, qui est le modèle des dividendes. OK, alors, le rendement de la dette. Alors, au cours 3 et au cours 4, on a vu les obligations. Alors, quand on connaît le paiement, la valeur nominale, le prix de l'obligation et le nombre de paiements, on est capable de calculer le taux d'intérêt sur une obligation. Alors, ça, c'est le coût de la dette. La dette pour une compagnie, c'est déductible d'impôt. Donc, quand vous achetez une maison, vous payez du 3 ou du 4 entre 3 et 4 sur votre hypothèque. Ce 3 ou 4 n'est pas déductible d'impôt. Alors, ce n'est pas un coût qui est déductible. Aux États-Unis, ça l'est. Alors, ta maison primaire, alors si tu achètes une maison pour 400 000 avec des paiements à chaque mois de, je ne sais pas, 2 000 il y a une composante intérêt. Et cette composante intérêt aux États-Unis, c'est déductible d'impôt. Il n'y a pas une raison financière pour ça, ça a tout le temps été de cette façon-là. Ça ne stimule pas l'économie. Par contre, c'est pour des raisons politiques qu'on ne l'a jamais enlevé. Parce que si tu coupes cette déductibilité, ce serait un suicide politique. Au Canada, on ne l'a jamais eu, c'est pour ça qu'on ne l'implique pas. Donc, si tu payes du 3-4 au Canada, tu payes du 3-4 si tu payes du 3-4 aux États-Unis, c'est déductible d'impôt. Alors, si ton taux d'impôt, c'est 30 aux États-Unis, 3 avant impôt, c'est 2,1 après impôt. Pour une corporation au Canada et aux États-Unis, c'est un coût
pour faire de la business, legitimate business expense. Alors, l'intérêt, tu empruntes de l'argent pour investir. Alors, c'est un coût opérationnel. Donc, tes intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, si tu payes une obligation corporative, paye du 6 et le taux corporatif est de 30 pour chaque dollar que tu vas verser en intérêt, tu vas économiser 30 sous. Donc, si tu payes 6 en intérêt, après impôt, tu payes 70 ou 1 moins le 30 qui est le taux corporatif. Donc, tu vas payer 4,2 net d'impôt. Et quand on va faire le coût moyen pondéré du capital, dans une seconde, on va tenir compte de la déductibilité des intérêts. On a vu aussi au cours 3 et au cours 4 les actions privilégiées, les preferred shares. Alors, le rendement, c'est tout simplement le taux d'intérêt d'un preferred shares. Normalement, un preferred shares paye un dividende privilégié qui est fixe. Par contre, j'ai déjà par le passé assumé que le dividende peut être croissant. Alors, c'est tout simplement une progression géométrique. Maintenant, l'intérêt pour de la dette, c'est déductible d'impôt. Par contre, un dividende est payé après impôt. Alors, quand tu fais ton income statement, tu as tes ventes, tes coûts variables, tes coûts fixes qui te donnent ton profit brut EBITDA. Par la suite, tu imputes une charge de dépréciation qui est un crédit d'impôt, une charge non-cash. Et ça va te donner ton bénéfice avant intérêt et impôt. Par la suite, tu payes la banque, alors tu payes les intérêts à la banque et ça te donne ton bénéfice imposable. Donc, tout ce qui est avant la ligne bénéfice imposable, earnings before tax, c'est déductible d'impôt. Tout ce qui est par la suite, tu payes tes taxes qui te donnent ton bénéfice net income. Et tout ce qui est par la suite est après impôt. Donc, tu vas payer un dividende, tu peux payer un dividende privilégié. Tous ces cash flows sont après impôt. Donc, les dividendes ne sont pas déductibles d'impôt. Par contre, celui qui reçoit le dividende, il peut être taxé à son niveau personnel. Alors, ça dépend de la personne. Et finalement, un nouveau rendement qu'on va voir cette semaine, c'est le coût moyen pondéré du capital. Weighted Average Cost of Capital. Ça, c'est tout le cours Finance 2. C'est le coût moyen pondéré du capital. Je veux dire, rendu en Finance 2, vous allez tellement voir ceci. Alors, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Alors, souvent, vous allez entendre le terme hurdle rate. C'est le taux d'intérêt qu'on utilise pour évaluer tous les projets d'une compagnie. Alors, supposons que moi, je veux ouvrir je ne sais pas, un Tim Hortons. Et aujourd'hui, je dois investir 500 000 mais je m'attends à faire 75 000 pour chacune des 10 prochaines années. Supposons. Mais quelle est la valeur de ce projet? J'ai 500 000 qui est négatif aujourd'hui et j'ai 10 cash flows de 75 000 qui sont positifs dans le futur. Le tout, je vais escompter à un certain taux d'intérêt. Mais le taux d'intérêt que je vais utiliser, c'est le coût moyen pondéré du capital. Alors, je vais prendre toutes les sources de financement de la firme. Alors, quand je regarde le balance sheet, je regarde la valeur au livre de tous les actifs. Quel est le pourcentage de la compagnie qui est financé avec des common shares? Et je vais multiplier ça par le rendement des common shares. Donc, supposons que 2 tiers de la compagnie est financée par des actions qui s'attendent des actionnaires qui s'attendent à du 10 je vais prendre 2 tiers fois 10 Supposons que j'ai 25 de la compagnie qui est financée par de la dette. Alors, j'ai 25 de la compagnie qui est financée par de la dette à 5 Par contre, la dette, elle est déductible d'impôt. Alors, 5 avant impôt, c'est peut-être 3,5 après impôt. J'ai 25 de la compagnie qui est financée par de la dette et le reste, qui me resterait comme 8 ou 9 qui est financé par les preferred, fois le rendement des preferred. Alors, je prends toutes les sources de financement, les common, la dette et les preferred. Il se peut qu'on n'aille pas de preferred, donc le pourcentage 0 en preferred. On prend chaque pourcentage, on regarde les actifs totaux. Quel est le pourcentage qui est des common shares? Quel est le pourcentage qui est de la dette? Quel est le pourcentage de la compagnie financée par des preferred? Et je multiplie tout simplement ces pourcentages par le rendement de chacun de ces sources de financement après impôt. Très important, la dette, elle est déductible d'impôt. Les actions ordinaires et les actions privilégiées ne le sont pas.
Dans un ancien examen, je ne sais pas si c'est en finance 1 ou finance 2, j'avais déjà donné un exemple où on avait 4 sources de financement. Je donnais des obligations, un emprunt bancaire, des common et des preferred shares. Alors, on avait 4 sources de financement. Par contre, l'emprunt bancaire et les obligations, c'était de la dette. Alors, je pense que c'était 25, 25, 25, 25 Alors, il fallait tout simplement faire 25 fois le rendement des commons, plus 25 fois le rendement des obligations après impôt, plus 25 du rendement de l'emprunt, du taux d'intérêt de l'emprunt bancaire après impôt, fois 25 fois le rendement des preferred. Alors, c'était une balle courbe que j'avais donnée. C'est peut-être en finance 2. Donc, alors, le coût moyen pondéré, et ce taux d'intérêt, tous les projets futurs d'une entreprise vont être utilisés avec ce taux d'intérêt. Alors, quand moi je donne le cours Finance 2, je donne un cours, le deuxième cours de la session, qui est juste le coût moyen pondéré du capital. Et tous les cours, entre les cours 3 et les cours 11 en Finance 2, je veux dire, on s'attend à savoir utiliser le taux d'intérêt de la compagnie. Alors, quand vous avez le bouton IRR sur votre calculatrice, alors ça, c'est le taux de rendement interne, mais c'est tout simplement le rendement d'un projet. Par contre, quand on va évaluer la valeur d'un projet, alors Net Present Value, on va utiliser un certain taux d'intérêt, alors ça va être le coût moyen pondéré du capital. Alors, un projet est profitable si, avec ce taux d'intérêt, la valeur du projet est plus grande que zéro, ou ben donc, le taux d'intérêt du projet est plus grand que le coût moyen pondéré du capital. Tout ça, c'est Finance 2. OK, maintenant, on va regarder un portefeuille qui est composé de deux actifs. On a l'actif A et on a l'actif B. J'ai un certain pourcentage qui est investi dans l'actif A, entre 0 et 100 En théorie, on peut avoir plus que 100 parce qu'on peut être short ou on peut être long, on peut acheter des actifs avec de l'argent qu'on a emprunté. Et on peut aussi acheter des actifs avec de l'argent qu'on a emprunté en shortant un actif. Donc, c'est possible en théorie que les proportions soient plus petites que 0 ou plus grandes que 1. Alors, un bon exemple de ça, c'est qu'en 2010, si j'aurais shorté BlackBerry pour acheter Apple, alors je short 100% de BlackBerry, j'achète Apple 100% d'Apple. Alors, c'est possible en théorie d'avoir un short, mais on va regarder ici deux portefeuilles investis en cash, avec du cash, un certain pourcentage dans A et le reste en B. Donc, 25% A, 75% B. On va dénoter le rendement de A et le rendement de B par R, et on va dénoter le risque de A et le risque de B par sigma, qui est l'écart type de l'actif. Bien sûr, vous pouvez utiliser la variance. La semaine passée, on avait un tiers A, deux tiers B. Rendement de A était 10 rendement de B était 10 la variance de A était de 0,64, donc l'écart type était de 0,8. La variance de B était de 0,64, l'écart type était de 0,8. Donc, la corrélation entre A et B, la semaine passée, l'exemple qu'on avait fait, la corrélation entre A et B était de 0,3. Et avec la corrélation, on est capable de calculer la covariance entre A et B. Donc, la corrélation, c'est égal à la covariance divisée par l'écart type de A divisé par l'écart type de B. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on veut savoir quel est l'écart type ou la variance d'un portefeuille, on doit utiliser la grosse formule variance de pourcentage A au carré fois variance de A, plus pourcentage B au carré fois variance de B, plus 2 pourcentage A, pourcentage B, covariance entre A et B. C'est une question que vous allez certainement avoir à votre examen. Donc, la variance d'un portefeuille. Quelle est la variance d'un portefeuille? Alors, le rendement d'un portefeuille, c'est tout simplement le pourcentage investi dans A fois le rendement de A, plus le pourcentage investi dans B fois le rendement de B. Et le pourcentage investi dans B, si on a juste deux actifs dans notre portefeuille, c'est 1 moins le pourcentage investi dans A. Donc, si j'ai un tiers investi dans A fois 10 plus 1 moins 1 tiers, 2 tiers investis dans B fois le rendement de B, 10 La semaine passée, ça nous donnait un exemple qui nous donnait un portefeuille qui valait du 10 La variance du portefeuille. Donc, la variance du portefeuille, alors on a les écarts types, et on demande la variance. La semaine passée, on vous donnait la variance de A et la variance de B, 0,64, donc l'écart type était de 0,8. La variance du portefeuille. Alors, sigma carré du portefeuille, c'est la variance d'un certain pourcentage investi dans A fois le rendement de A, plus un certain pourcentage investi dans B, 1 moins le pourcentage investi dans A,
fois le rendement de B. Donc, quelle est la variance de ce portefeuille? C'est la grosse formule qu'on a vue la semaine passée, que vous êtes censé avoir vue dans votre cours de statistique. Donc, c'est le pourcentage investi dans A au carré fois la variance de A, plus le pourcentage investi dans B au carré fois la variance de B, plus 2 fois le pourcentage investi dans A fois le pourcentage investi dans B fois la covariance entre A et B. Donc, la variance de AX plus BY plus C, la grosse formule, c'est A au carré fois la variance de X plus B au carré fois la variance de Y plus 2AB covariance entre X et Y. C'est une formule qui revient souvent en statistique. Et nous, vous allez avoir au moins une question avec cette formule. Donc, la variance du portefeuille, c'est le pourcentage investi dans A fois la variance de A, plus le pourcentage investi dans B, alors 1 moins le pourcentage dans A fois la variance de B, plus 2 fois le pourcentage investi dans A fois le pourcentage investi dans B, fois la covariance entre A et B. Covariance, c'est égal à corrélation. Corrélation, c'est égal à covariance divisé par écart type divisé par écart type. Donc, si on isole covariance, c'est égal à corrélation fois écart type fois écart type. Donc, souvent, on va vous donner la corrélation, vous devez calculer la covariance. Alors, la covariance divisée par l'écart type de A et l'écart type de B, c'est la corrélation entre A et B. Donc, si vous connaissez la corrélation, vous pouvez calculer la covariance. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est souvent, on veut trouver un portefeuille qui minimise le risque tout en gardant tout le rendement. Mais généralement, si on prend moins de risques, on a moins de rendement. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, regardons. On a un portefeuille qui est composé de 2 actifs. Alors, j'ai A et B. Le rendement de A, c'est 15 %, le rendement de B, c'est 20 %. L'écart type de A, c'est 2 %, l'écart type de B, c'est 3 %. On a un portefeuille qui est en proportion égale. Alors, c'est drôle. Des fois, quand je vais écrire un examen, j'ai des étudiants qui bloquent sur une question. Alors, quand je vous dis qu'on a un portefeuille qui est investi dans A et B en proportion égale, ça veut juste dire que j'ai 50 % A, 50 % B. Alors, j'ai autant dans A, autant dans B. Pour une raison ou d'une autre, à l'examen, si je mets cette phrase, il y a des étudiants qui bloquent. Alors, moi, je ne le sais jamais en écrivant l'examen, c'est où que les étudiants vont avoir de la misère. C'est vous qui allez écrire l'examen. Par contre, je suis là pour, vous pouvez me poser la question pendant l'examen. Alors, quel est le rendement attendu du portefeuille ainsi que son écart type? Donc, si j'ai 50 % A et 50 % B, A fait du 15 %, B fait du 20 %, bien, le point milieu, ça va être le rendement attendu de 17,5 %. Alors, si j'ai 50 % qui est investi dans du risque de 2 % et j'ai 50 % qui a un risque de 3 %, on aurait tendance à penser que le portefeuille 50-50, le point milieu, ce serait le risque de ce portefeuille. Mais dû à des bénéfices de diversification, ça ne sera pas le cas. Et en plus, la corrélation entre les deux titres, elle est négative, moins 0,75 %. C'est très rare, mais même si du moment que la corrélation n'est pas parfaite, alors du moment que la corrélation n'est pas égale à 1, on va avoir beaucoup de bénéfices de diversification. Donc, quelle est l'espérance du rendement du portefeuille? J'ai 50 % qui s'attend à faire du 15 % et j'ai 50 % qui s'attend à faire du 20 %. Donc, le portefeuille, on s'attend à faire du 17,5 %. Alors, l'espérance de AX plus BY plus C, c'est égal à A fois l'espérance de X plus B fois l'espérance de Y plus C. Ici, A est égal à 0,5, X est égal à A, B est égal à 0,5, Y est égal à B et C est égal à 0. La variance, par contre, de 0,5 A plus 0,5 B, c'est 0,5 au carré fois la variance de A. Et n'oubliez pas, la variance, c'est l'écart type au carré. Plus 0,5 au carré fois la variance de B, donc l'écart type au carré, plus 2AB, alors 2 fois 0,5 fois 0,5, fois la covariance entre A et B. Et donc, je connais les écarts types, je connais la corrélation, je vais devoir calculer la covariance. Donc, la covariance entre A et B, c'est égal à la corrélation fois les écarts types.
La corrélation, c'est égal à la covariance divisée par les écarts-types. Donc, si je connais la corrélation, je peux calculer la covariance. Donc, corrélation de 0,75, moins 0,75. L'écart-type de A, c'est 0,02. L'écart-type de B, c'est 0,03. Donc, la covariance entre A et B, moins 0,0045. Encore une fois, une covariance de moins 0,0045, ça peut être énorme, ça peut être petit. C'est la corrélation qui nous dit si elle est significative. Alors, c'est une corrélation très forte, négative. Alors ici, la seule information que la covariance nous dit en tant que telle, c'est le signe qui est négatif. Et quelle est la variance d'un portefeuille qui est 50% A, 50% B? Bien, ça va être 50% au carré fois la variance de A. Alors, la variance de A, c'est l'écart-type au carré. Plus 50% au carré fois la variance de B, alors l'écart-type au carré. Plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre A et B. Et donc, la variance d'un portefeuille qui est 50% investi dans A et 50% investi dans B, elle est égale à 0,0001. Et donc, si on prend la racine carrée de la variance, ça va nous donner l'écart-type de ce portefeuille. Donc, un portefeuille qui est investi 100% dans A va faire du 15% avec un risque de 2%. 100% investi dans B va faire du 20% avec un risque de 3%. Et 50% dans A et 50% dans B va faire un rendement de 17,5% avec un écart-type de racine carrée de 0,001 ou 0,01. Alors, remarquez qu'un portefeuille qui est 50% investi dans A et 50% investi dans B fait 17,5%. Alors, on va faire plus de rendement que le titre A avec moins de risques. Alors, c'est un portefeuille qui serait plus efficace. Par contre, le portefeuille B fait plus de rendement, mais avec plus de risques. Donc, c'est certain qu'on ne devrait jamais investir 100% dans A parce qu'il y a un portefeuille qui donne plus de rendement pour moins de risques. Alors, on appelle ça un portefeuille qui est plus efficace. Par contre, le portefeuille B donne plus de rendement que le portefeuille 50% A et 50% B. Par contre, prend plus de risques. On va parler de l'efficacité dans un instant. Donc, 50% A, 50% B fait 17,5%. Alors, c'est le point milieu. Par contre, le risque n'est pas le point milieu. Alors, à cause des bénéfices de diversification. Alors ici, on a beaucoup de bénéfices de diversification parce que la corrélation, elle est négative. Mais généralement, si je regarde moi mon portefeuille, alors si je regarde moi mon portefeuille, ah ouais, c'est juste du vert aujourd'hui, c'est une bonne journée pour moi. Si je regarde, moi, excellent. Je veux dire, 5 000 actions ici, c'est juste 250 $. Alors, mais si je regarde Crew, Surge, Baytex et Cardinal, ces titres-là sont tous fortement corrélés. Alors, la corrélation, elle est peut-être de 0,75. BMO et Scotiabank, la corrélation est encore plus forte, 0,9. Alors, je n'ai pas vraiment un portefeuille qui est si diversifié que ça. Air Canada, c'est ça, Air Canada, elle est probablement la corrélation avec Carnival, elle est relativement forte. BlackBerry est corrélé, BlackBerry, Bombardier, EMEA. C'est ça, EMEA et Air Canada sont corrélés. Et honnêtement, je vais vous dire que mon portefeuille n'est pas si bien diversifié en ce moment. Je vais être obligé de faire une réallocation prochainement. Peut-être dans un an, je vais faire une réallocation, mais mon portefeuille, actuellement, tous les titres qui m'intéressent, ça me donne un portefeuille qui n'est pas si bien diversifié que ça. OK, donc, si j'achète plusieurs titres, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vu que les corrélations ne sont pas parfaites entre eux, je vais avoir des bénéfices de diversification. Alors, le risque est spécifique à la compagnie. Il y a une partie qui peut être éliminée du portefeuille. Alors, c'est justement qu'est-ce qui est arrivé ici. Alors, j'élimine une partie de mon risque global d'un portefeuille sans perdre nécessairement du rendement. Alors, la semaine passée, l'exemple qu'on avait fait, 2 titres donnaient du 10%. Alors, dans n'importe quelle proportion A et B, on va avoir du 10%. Mais vu que la corrélation entre A et B n'était pas parfaite,
Alors, les deux titres donnent du 10 le portefeuille donne du 10 Les deux titres avaient une variance de 0,64, mais la variance du portefeuille qu'on avait la semaine passée était de 0,44, vu qu'il y avait une partie du risque qui était spécifique à chacune des compagnies qui est éliminée ou mitigée parce que les risques ils viennent s'annuler entre elles. Un bon exemple de ça, c'est imagine que tu achètes, on va voir ça au cours 7, tu achètes une action et tu achètes un put. Un put, ça te donne le droit de vendre un titre à un prix déterminé. L'action peut être très risquée. Le put, les options sont très risquées, mais quand tu les combines ensemble, tu enlèves quasiment tout le risque. Alors, si ça monte, le put va valoir 0. Mais si ça plante, le put va valoir beaucoup d'argent pour payer la perte sur l'action. Alors, deux titres très risqués ensemble peuvent venir éliminer une grande partie du risque. Donc, le risque qui est spécifique à l'entreprise peut être éliminé lorsqu'on a pas mal de titres dans notre portefeuille. Un portefeuille qui est vraiment diversifié, il y a 15 industries environ. Alors, il y a 15 industries. Alors, si je regarde, moi, mon portefeuille, je veux dire, Air Canada et Carnival Cruise Line sont dans la même industrie. Tout le pétrole, c'est énergie. Carnival, c'est transportation. Scotiabank et BMO, c'est financials. Walmart, c'est consumer staples. Alors, tu as plusieurs industries. Tu as, high-tech, alors Apple, BlackBerry, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Toutes ces compagnies-là, c'est des compagnies high-tech. Même Amazon pourrait être considéré consumer staples maintenant. Alors, tu as 15 industries en total, matières premières, comme des mines ou du cascade, ce serait matière première. 15 industries. Si tu as un titre dans chacune des 15 industries, tu as un portefeuille qui est diversifié. Bien sûr, si tu en as deux dans chaque industrie, tu as un portefeuille qui est bien diversifié. Tu commences vraiment à avoir des bénéfices de diversification. Tu as un portefeuille diversifié avec environ 15 titres. Si vraiment tu veux avoir tous les bénéfices de diversification, achète un fonds d'index, un fonds mutuel. Un fonds d'index, tout ce que ça fait, c'est que ça achète les 500 titres dans le S&P 500. Alors, il y a 500 titres dans le S&P 500. Tu achètes 0,2 dans chacune des 500 titres. Tu vas avoir un portefeuille qui est... Tu as toute la diversification qui est là. Ou ben donc, si tu veux aller plus loin, tu peux acheter 0,05 dans chacun des 2000 titres du Russell, les 2000 plus gros titres. Mais même à ça, quand tu es investi dans la S&P, tu as 500 des plus grosses compagnies aux États-Unis. Tu n'as pas tous les bénéfices de diversification. Si vraiment tu veux être diversifié, tu achètes un fonds d'index dans le Wilshire 7000. Alors, achète la même proportion dans chacune des 7000 titres, tous les titres qui sont dans le New York Stock Exchange et dans le Nasdaq. Alors, le risque qui va être spécifique à chaque compagnie, mais sont éliminés. Alors, il y a une compagnie qui va être positive, une autre compagnie qui va être négative, parce qu'il y a certaines industries, c'est cyclique. Alors, certaines industries qui vont bien performer une année versus l'autre. En 2019 et 2020, le pétrole, c'était affreux. Si on va revenir au pétrole. Si on regarde juste le pétrole pour 2019 et 2020, c'était affreux. Alors, 2000, je vais mettre ça full screen. Alors, si je regarde les 2 dernières années, avec l'année qui se terminait en 2020, alors, je veux dire, 2020, le prix du pétrole s'est écrasé, mais si on regarde juste 2021, le prix du pétrole est en essor. Alors, c'est allé de 40, elle est maintenant à 61. Donc, je veux dire, d'une année à l'autre, il y a certaines industries qui sont cool, certaines industries qui ne sont pas cool. Alors, il y a 10 ans, il n'y a personne qui voulait toucher à Walmart. Aujourd'hui, tout le monde veut acheter Walmart. En 2000, tout le monde voulait acheter Walmart. Je veux dire, une compagnie peut être cool d'une année à l'autre. Des fois, Amazon est cool aujourd'hui. Amazon en 2000, ce n'était pas une compagnie qui était cool. Walmart en 2000, c'était une compagnie qui est... En 2000, tout le monde voulait du Walmart et du Microsoft. Et rendu en 2010, il n'y avait personne qui voulait Walmart et Microsoft. On voulait du Apple, puis peut-être même Amazon. Donc, le risque du marché global n'est pas diversifiable. Encore une fois, on va revenir à l'industrie générale. Alors, si je prends la bourse en général, je vais prendre le Dow Jones. Si on regarde qu'est-ce qui arrive, c'est que même si tu as un portefeuille qui est diversifié, alors si tu regardes qu'est-ce qui est arrivé, on va regarder qu'est-ce qui est arrivé en 2009.
Alors, en 2009, en 2008, en 2007, en mai 2007, le Dow était à environ 14 000. Elle avait planté en 2009 jusqu'à 6 000. Elle avait perdu 50 de sa valeur. Même si tu as un portefeuille qui est diversifié, tu ne peux pas enlever le risque du marché global. Par contre, je veux dire, ça chute, mais ça revient toujours. Un portefeuille diversifié, tu as peut-être quelques titres dans ton portefeuille qui vont faire banqueroute dans une année, mais en moyenne, un portefeuille diversifié devrait te donner du 10 par année. Le risque qui est spécifique au marché, ça, tu ne peux pas l'éliminer. En théorie, mathématiquement, en théorie, c'est possible si tu as des titres qui ont des corrélations qui sont négatives, mais il y a tellement peu de titres qui ont des corrélations négatives, c'est plus une question théorique. Mais en théorie, c'est possible d'avoir un portefeuille qui a zéro risque, qui a un rendement qui est plus grand que le taux sans risque, mais c'est juste une théorie. Donc, on va regarder deux titres encore une fois, les mêmes deux titres, mais maintenant, on va regarder la corrélation entre les deux. On va dire que la corrélation, elle est parfaite. On va voir qu'il n'y a pas de bénéfice de diversification. Le rendement attendu va être le point milieu, 17,5 et vous allez voir que l'écart type va être le point milieu, 2,5 Pourquoi? Il n'y a pas de bénéfice de diversification. Donc, alors, l'espérance du rendement du portefeuille, c'est 50 A, 50 B. Alors, il n'y a rien qui change ici. Ça va être le point milieu, 17,5 50 du portefeuille va faire, on s'attend à faire du 15 et 50 va s'attendre à faire du 20 Donc, dans la prochaine année, on s'attend à faire 17,5 Maintenant, la corrélation, elle est parfaite entre les deux, donc on va trouver la covariance. Alors, la covariance, c'est égal à corrélation fois les écarts types, donc 1 fois 0,2 fois 0,3, ça nous donne notre covariance. Alors, on a une covariance qui est positive, c'est la seule information que ça nous donne. C'est la corrélation qui nous dit que la corrélation, elle est parfaite. Alors, cette covariance, elle est très importante parce que la corrélation, elle est parfaite. Donc, corrélation fois écart type nous donne une covariance de 0,0006. Et ça nous permet de calculer la variance d'un portefeuille qui est 0,5 investi dans A et 0,5 investi dans B. La variance d'un portefeuille 0,5A, 0,5B, ça va être 0,5 au carré fois la variance de A, plus 0,5 au carré fois la variance de B, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre A et B. Donc, la variance d'un portefeuille qui est investi 0,5 dans A et 0,5 dans B, ça va être 0,5 au carré fois la variance de A. La variance de A, c'est l'écart type au carré. Plus 0,5 au carré fois la variance de B. Alors, la variance de B, c'est 3 au carré. Plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre A et B. Et ça nous donne une variance de ce portefeuille qui est de 0,00625. Alors, si on prend la racine carrée de 0,00625, ça nous donne un écart type qui est égal à 2,5 qui est égal au point milieu entre 2 et 3 parce que justement, il n'y a pas de bénéfice de diversification. Alors, l'actif A, ça peut être BMO, l'actif B, ça peut être Scotiabank. Ils sont fortement corrélés. J'ai très peu de bénéfices de diversification. En passant, je vais vous donner une petite note, alors une petite tangente. Warren Buffett, il a souvent parlé de la diversification. Alors, j'ai souvent parlé de Warren Buffett pendant la session. Warren Buffett, c'est le chairman de la compagnie Berkshire Hathaway. Si jamais vous avez un titre de Berkshire Hathaway, bravo, vous avez pas mal d'argent. Un titre, une action coûte 365 000. Et Warren Buffett, c'est le dirigeant. Lui et Charlie Munger, ils ont tous les deux au moins 90 ans. Charlie Munger, je pense qu'il a quasiment 100 ans aujourd'hui. Puis ils sont toujours actifs. Warren Buffett, je pense qu'il a 91 ans. Ils sont toujours actifs, mais ils ont dit deux petites notes. Alors, normalement, quand le prix d'un titre est très haut, très élevé, comme en haut de 100$, on a tendance à faire des splits. Alors, si le prix de BMO est à 100$, un titre vaut 100$ aujourd'hui. Souvent, pour rendre le titre plus abordable, on va faire un split 2 pour 1. Donc, si tu as un titre de BMO aujourd'hui à 100$, demain, tu vas avoir deux titres qui vont valoir 50$. Alors, c'est juste pour rendre le titre plus attrayant.
Puis Warren Buffett, il a dit, écoute, moi, je ne vais pas faire ça parce que celui qui va acheter le titre quand il est à rabais, c'est tout simplement un spéculateur. Et je ne veux pas que mes décisions soient influencées par des spéculateurs. Donc, si tu achètes un titre de Berkshire Hathaway, je veux dire, tu vas payer 365 000. Tu es un investisseur qui est sérieux parce que ce n'est pas un titre qui est trop liquide. Alors, si tu l'achètes, tu vas payer 364 000. Si tu le vends, tu vas payer 363 912. Donc, il y a un effet de liquidité qui fait en sorte que les spéculateurs n'aiment pas ça, ce titre. Alors, quand tu achètes Berkshire Hathaway, tu as tendance à acheter à long terme. Deuxième chose, sur la diversification, Warren Buffett a dit, la diversification, c'est bon pour quelqu'un qui ne sait pas investir. Quelqu'un qui sait comment investir ne devrait pas être diversifié. Pourquoi? Si toi, tu es un bon businessman, pourquoi est-ce que je vais acheter un portefeuille diversifié au lieu d'acheter juste un titre? Puis même au lieu d'acheter juste un titre, part ta business. Alors, si tu as 100 000 tu peux acheter 20 titres, 5 000 chacun. OK. C'est ce que moi je fais parce que je ne suis pas aussi bon businessman que Warren Buffett. Par contre, si j'étais vraiment bon à ma job, je n'achèterais pas 20 titres à 5 000 j'achèterais un titre pour 100 000 Par contre, je prends tellement de risques. Alors, imagine que si tu aurais acheté Apple à 100 000 20 000 actions de Apple dans l'année 2000, aujourd'hui, écoutez, je serais encore sur la plage quelque part. Je ne serais pas en train d'enseigner. Par contre, si j'étais encore un meilleur businessman, ce 100 000-là, je commencerais ma propre business. Mais bien sûr, tu t'attends à faire plus de rendement en commençant ta propre business, mais n'oubliez pas que 2 tiers des business font faillite à l'intérieur de 5 ans. Donc, un petit à côté à propos de la diversification. Mais par contre, pour quelqu'un qui commence à investir, commencez avec un fonds d'index, mais lorsque vous allez investir votre propre argent, vous allez remarquer que c'est à ce moment-là que votre éducation commence. Parce que moi, je suis souvent en train de vous montrer un portefeuille dans lequel moi j'ai investi. Par contre, moi, je peux juste vous montrer les informations. Je ne peux pas vous forcer d'apprendre. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas investi votre argent, c'est juste du théorique. Mais je vous promets, si jamais vous avez 5 000 achetez un titre. Ça ne dérange pas c'est quoi le titre. Alors, vous pensez que la compagnie X va faire une fortune l'année prochaine. Investis dans cette compagnie-là. Si tu as raison, bravo, tu vas faire pas mal d'argent. Par contre, si tu as tort, supposons au lieu d'acheter le prochain Amazon, tu achètes le prochain BlackBerry et tu perds ton 5 000 ton éducation vaut au moins ce 5 000 parce que l'argent que tu as perdu, la prochaine fois que, tu sais, à 25 ans, on peut perdre de l'argent. À 55 ans ou 65 ans, tu es proche de la retraite. Tu ne peux pas risquer 50 de ton portefeuille. Donc, si tu fais tes erreurs quand tu as 25-30 ans, bravo, parce que tu ne vas pas les répéter à 55 ans. Tu ne vas pas investir tout ton argent à 60 ans dans la compagnie X qui va être le prochain Amazon. Alors, tu vas savoir gérer tes émotions. Et ce 5 000 que tu as investi, tu vas te demander, OK, BMO, ça veut dire quoi bid? Alors, si tu as investi dans n'importe quel titre, ça veut dire quoi bid? Ça veut dire quoi ask? Le prix d'achat, le prix de vente. Tu vas te poser ces questions-là et ton éducation, c'est vraiment à ce moment-là que ton éducation va croître exponentiellement. Moi, je peux juste vous montrer la théorie. OK, donc, corrélation parfaite, aucun bénéfice de diversification. Du moment que les corrélations ne sont pas parfaites, on va avoir des bénéfices de diversification. Alors, la corrélation, elle est parfaite, donc il n'y a pas de bénéfice de diversification. Le point milieu, c'est le rendement attendu et le point milieu, c'est le risque attendu d'un portefeuille 50% A, 50% B, quand la corrélation, elle est parfaite. OK, donc, je vous montre la distribution des rendements possibles pour les deux titres. Alors, tu as le portefeuille X et le portefeuille Y. Alors, j'ai la distribution qui est jointe. Alors, il va probablement avoir une covariance entre les titres parce que, je veux dire, X et Y, la distribution, elle est jointe. Si X et Y, j'avais deux distributions qui étaient séparées, ben, ça veut dire que X est indépendant de Y, la covariance serait égale à 0. Alors, pour les questions 6, 7 et 8 de vos exos, c'était ça l'astuce. Donc, X, 20 du temps peut valoir 5 40 vaut 10 40 vaut 20 Quand X vaut 5, Y vaut moins 5. Quand X vaut 10, Y vaut 10. Quand X vaut 20, Y vaut 30. Alors, j'ai 50 investi dans X, 50 investi dans Y.
je veux savoir quel est l'écart-type de ce portefeuille. Donc, je dois calculer les espérances, les variances, les écarts-types, les corrélations, la covariance entre X et Y. Donc, rendu à ce stade, vous devriez être capable de faire tous ces calculs. Dans votre, vous devrez, dans votre tête, capable de faire, de voir la démarche et sur papier, de faire le calcul. Donc, l'espérance de X, on le calcule, la variance de X, on le calcule, et la racine carrée de la variance, c'est l'écart-type. De même chose pour Y, espérance, variance, écart-type. Donc, pour calculer la covariance, alors, 20% du temps, X vaut 5%, la moyenne de X, c'est 13. 20%, quand X vaut 5%, Y vaut moins 5%, je soustrais la moyenne de 15. 40% du temps, X vaut 10%, je soustrais la moyenne. Quand X vaut 10%, Y vaut 10%, je soustrais la moyenne de Y. Et 40% du temps, X vaut 20%, je soustrais la moyenne de X. Quand X vaut 20%, Y vaut 30%, je soustrais la moyenne de Y. Et ça me donne une covariance qui est égale à 0,008. Alors, la seule information que ça me donne, c'est que X et Y bougent dans la même direction. Alors, si je reviens à la distribution, ouais, quand X augmente, Y a tendance à augmenter. Mais est-ce que cette covariance, elle est importante? Pour calculer si la covariance, elle est importante, je fais la covariance divisée par l'écart-type de X, l'écart-type de Y, et ça va me donner la corrélation, qui est un chiffre qui devrait être entre moins 1 et 1. Si jamais vous faites un calcul et ça vous donne une corrélation qui est égale à 1, mais vous avez arrondi, je veux dire, avec les arrondissements, vous avez une réponse qui vous donne 1,0001. Je vais être très sévère. Ce n'est pas une erreur de calcul, ça c'est une erreur de compréhension. Alors, dans un ancien examen, j'avais des étudiants qui, la corrélation, elle était parfaite. La réponse, c'était 1, mais à cause de l'arrondissement, 1,001, je veux dire, l'étudiant était surpris. Pourquoi j'ai 3 points sur 5, j'ai la bonne réponse? Non, tu n'as pas la bonne réponse. Tu n'as pas pris 2 secondes pour voir si ta réponse était logique. La corrélation doit nécessairement être entre moins 1 et 1. Donc, à un examen, si vous avez fait une erreur de calcul et ça vous donne une réponse qui est absurde comme 3,43, pour moi, ce n'est pas une erreur de calcul, ça c'est une erreur de compréhension. Alors, ça serait 3 points sur 5. Si tu arrives à une erreur de calcul, la réponse est 0,995 et une erreur de calcul, c'est tu arrives à 0,505. Tu aurais eu 4 points sur 5 si toute la démarche est bonne. Par contre, si avec une erreur de calcul, tu arrives à 3,43 et tu ne prends pas 2 secondes pour réaliser que ta réponse n'est pas acceptable, je vais te donner 3 points sur 5 parce que ça devient une erreur de compréhension. De même, à l'examen de la session passée, j'ai un étudiant qui m'avait donné le prix d'une obligation est égal à 8 000 $. Je veux dire, toutes les obligations qu'on a vues se retrouvaient aux alentours de 1 000 $. Alors, encore une fois, j'étais plus sévère parce que c'était une erreur de compréhension. Donc, la corrélation entre X et Y, 0,99. Alors, c'est une corrélation, je vais le dire, c'est une corrélation qui est parfaite. Mathématiquement, elle n'est pas parfaite, mais c'est une Donc, une corrélation qui est parfaite. Donc, un portefeuille qui est 50% investi dans X et 50% investi dans Y va avoir très peu de bénéfices de diversification. Donc, la variance, pour calculer l'écart-type de ce portefeuille, on doit commencer par calculer la variance de ce portefeuille et l'écart-type serait la racine carrée. Alors, souvent dans mes examens, je vous demande de calculer l'écart-type et les étudiants bloquent. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, commencez par calculer la variance de 0,5x plus 0,5y. Donc, 0,5x plus 0,5y, ce serait 0,5 au carré fois la variance de x, plus 0,5 au carré fois la variance de y, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre x et y, et ça va vous donner 0,0094. La racine carrée de 0,0094, c'est l'écart-type, et l'écart-type du portefeuille est donc 0,09695. Alors, 0,09695, c'est la réponse mathématique exacte. Par contre, vu que la corrélation elle est parfaite, si je prends 0,5 de l'écart-type de X,
plus 0,5 de l'écart type de Y, ça me donnerait 0,097. Donc, vous pouvez voir qu'il y a très peu de bénéfices de diversification à cause de la corrélation étant si forte entre X et Y. Alors, si j'ai une corrélation qui est parfaite, j'aurais un écart type de ce portefeuille qui serait le point milieu, 9,7 %. Mais vu que la corrélation n'est pas mathématiquement parfaite, j'ai une réponse qui est très proche. En arrondissant, j'ai 0,097 d'écart type. Alors, il y a très, très peu de bénéfices de diversification avec un portefeuille qui est investi dans X et Y. N'importe quelle proportion de X et Y, je vais avoir très peu de bénéfices de diversification. OK. Donc, le risque qui est spécifique à la compagnie, on a vu, on le calcule avec bêta. Alors, pour BMO, le bêta de BMO est relativement élevé, mais normalement, pour une banque canadienne, le bêta est aux alentours de 0,8, mais vu que l'année passée, on avait beaucoup de volatilité au mois de mars, c'est juste un caprice mathématique. Alors, normalement, un bêta pour une banque, c'est environ 0,8 au Canada. C'est perçu comme moins risqué que le risque global du marché. Ça, c'est bêta, on l'a calculé en calculant la covariance entre le rendement du titre et le rendement du marché. Alors, pour Yahoo Finance, tu prends les données pour les 5 dernières années, des données mensuelles. Alors, tu calcules le rendement pour chaque mois pour les 60 dernières années. Tu calcules la covariance entre le titre et le marché. Et tu divises par la variance du marché. Donc, si je connais la covariance entre le titre et le marché, je connais l'écart type du marché. Si je calcule l'écart type du titre, je pourrais calculer la covariance. La corrélation, je veux dire. Mais pas nécessaire du moment que je connais l'écart type du titre. Donc, bêta, c'est la covariance, comment est-ce que le titre bouge avec le marché divisé par la variance du marché. Et donc, la covariance, alors, la corrélation, c'est égal à la covariance entre deux titres divisé par le rendement du titre, l'écart type du rendement du titre et l'écart type du rendement du marché. Donc, covariance est aussi égal à la corrélation entre le titre et le marché fois l'écart type du titre et l'écart type du marché. Donc, si je fais bêta fois la variance du marché, ça me donne aussi la covariance entre le titre et le marché. Donc, si je connais alors la covariance, si je connais la corrélation, au lieu d'utiliser la covariance entre le titre et le marché, je peux tout simplement utiliser la corrélation entre le titre et le marché et multiplier par l'écart type du titre et l'écart type du marché. Donc, au numérateur, je mets corrélation fois écart type du titre, écart type du marché, divisé par la variance du marché. Donc, je vais voir l'écart type au numérateur, la variance au dénominateur. Donc, l'écart type au numérateur va disparaître et l'écart type au dénominateur va, la variance, tout simplement le carré au dénominateur va disparaître. Donc, encore une fois, bêta, c'est égal à covariance divisé par variance du marché. Corrélation, c'est égal à covariance divisé par écart type du marché, écart type du titre. Alors, souvent dans des examens, questions d'examen, je vais vous donner assez de données que vous êtes capable de trouver la donnée manquante. Alors, souvent, je vais vous donner la corrélation entre le titre et le marché. Je vous demande de calculer bêta. Je pense même dans l'examen de la session passée, je commençais avec la corrélation et je demandais aux étudiants de trouver le rendement du titre. Alors, on commence avec corrélation, on trouve covariance. Avec covariance, on trouve bêta. Avec bêta, on prend bêta. Avec CAPEM, on prend bêta et on trouve le rendement du titre. Donc, le bêta du marché, par définition, c'est égal à A. C'est égal à 1. Donc, un bêta de 1, c'est le bêta du marché. Alors, la covariance entre le marché et lui-même, c'est la variance. Alors, pour ceux qui ont fait des statistiques avancées, alors c'est la variance du marché. Alors, la variance du marché divisée par la variance du marché, c'est un bêta de 1. Il y a un ancien examen où est-ce que justement, je demandais quelle est la covariance entre le marché et lui-même. Alors, un bêta qui est égal à 1, tu as un titre qui est aussi volatile que le marché. Alors, un fonds d'index ou un fonds mutuel, petite note, un petit à côté, un fonds mutuel. Alors, un fonds d'index, tu vas acheter les 500 titres du S&P 500. Alors, tu as 500 titres, 0,2 dans chacun des titres.
Un fonds mutuel, par contre, alors un fonds d'index, il n'y a aucune intelligence. On fait tout simplement, on veut juste émuler le marché. Un fonds mutuel, on va essayer d'utiliser de l'intelligence, et c'est de l'intelligence entre guillemets. Alors, c'est de la recherche. Ah, on a fait plein de recherches sur cette compagnie-là, ça va aller très loin. Alors, si la bourse te donne du 10%, un fonds d'index va te donner du 10%, mais tu vas payer des frais administratifs annuels de 0,25. Alors, tu vas faire 9,75% net. Un fonds mutuel, pour payer cette recherche, elle va te charger du 2% par année. Mais historiquement, si tu prends tous les fonds mutuels, en moyenne, tous les fonds mutuels font du 10%, le rendement du marché, moins le 2% qui vont tout charger. Alors, si tu achètes un fonds mutuel, tu vas faire net, attends à faire du 8%. C'est pour ça que je vous dis, achetez pas un fonds mutuel, achetez un fonds d'index. Un fonds mutuel, c'est tout simplement, c'est légal. J'ai un problème d'éthique avec ça. Alors, on est en train de te charger du 2%, mais il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, la théorie derrière ça, c'est qu'on te charge du 2%, mais on va aller trouver des rendements supplémentaires. Alors, oui, si ton fonds mutuel fait du 20% par année, quand la bourse fait du 10%, net, tu vas faire du 18% après tes dépenses. Mais la réalité, c'est que tous les fonds mutuels font en moyenne du 10%. Net de dépenses, ça fait du 8%. Alors, un fonds d'index, net de dépenses, tu fais 9,75. Un fonds mutuel, tu fais du 8%. Donc, si vous voulez vraiment acheter un fonds mutuel, achetez un fonds d'index. Allez à votre banque, dites que vous voulez acheter un fonds d'index. Et soyez très précis. Tu veux le fonds d'index avec le moins de commissions annuelles. Un fonds mutuel, il n'y a personne qui devrait être investi là-dedans. Par contre, je vais te dire ceci. Si tu as le choix entre acheter une maison et un fonds mutuel, achète un fonds mutuel parce que tu vas quand même faire du 8%. À long terme, une maison va juste faire le taux d'inflation 3%. OK, alors, fini l'à côté. Alors, un bêta qui est plus grand que 1, c'est un titre qui est plus volatile que le marché. Alors, Carnival Cruise Line, c'est un bon exemple. Alors, j'utilise Carnival depuis des années. Alors, c'est ça, le bêta est plus grand que 1. Et si tu regardes la dernière année, c'était super volatile. Alors, ça a planté de 50% et ça a augmenté de 200% depuis le mois de février. Wow, on a une belle journée. Alors, j'ai 300 titres, alors 600 pièces US aujourd'hui. Un titre qui a un bêta qui est plus petit que le marché, regardez Walmart. Alors, Walmart, son bêta, son bêta est de 0,45. Alors, juste pour vous montrer, je vais comparer Walmart avec le S&P 500, le marché en général. Alors, même durant les 5 ans. Ouais, alors, Walmart qui est en bleu et tu as la bourse en général. Alors, quand ça plante à la bourse, ça va baisser un peu pour Walmart, mais ce n'est pas aussi important. Et je pourrais même ajouter Carnival. Carnival, vous allez voir que c'est plus volatile. Je vais mettre ça en mauve, en rose. Alors, quand ça plante pour le marché, ça plante bien plus fort pour Carnival. Quand ça va bien pour le marché, alors, la dernière année, le marché, elle avait planté de 40% et est revenu à la norme. Mais je veux dire, ça a planté de 80% pour Carnival, puis ben, ça a triplé en valeur depuis le mois de février. Alors, quand ça monte, alors en orange, tu vois, ça monte, puis ensuite, ça monte plus pour Carnival normalement. Regardons en 2009. 2009, c'est un autre bon exemple, le crash de 2009. Alors, Walmart, je veux dire, Walmart qui est en bleu, ça a à peine bougé en 2009, mais ça a vraiment planté pour Carnival plus que le marché. Et ensuite, le marché a rebondi entre 2009 et 2019. Le marché était juste à la hausse, mais tu peux voir que ça monte plus vite pour Carnival que le marché global. Mais Walmart, je veux dire, bouge à son aise. Il est quasiment indépendant. Donc, Walmart, McDonald's, la plupart des banques canadiennes, généralement, le bêta devrait être plus petit. Un bêta plus grand que 1, alors c'est toutes les compagnies high-tech, Apple, des compagnies comme ça. Peut-être moins aujourd'hui, mais tous les startups, les petites compagnies, les PME qui viennent juste d'être annoncées à la bourse, des compagnies de luxe comme Porsche. Je veux dire, si c'est coté à la bourse, devrait avoir un bêta plus grand que 1. Pourquoi? Je veux dire, il n'y a personne qui achète une Porsche durant une crise économique. On achète une Porsche durant un boom.
Alors, le bêta de Yahoo, il est différent de celui de Google, justement parce que Google prenait des données hebdomadaires sur 3 ans, alors 150 données hebdomadaires, et Yahoo prenait des données mensuelles sur 5 ans, alors 60 données mensuelles. C'est pour ça que le bêta d'un site à l'autre est différent. Un bêta qui est plus petit que 0, c'est possible. Alors, je n'ai pas encore donné à attribuer les points bonus, mais je veux dire, j'en ai pas. Généralement, c'est une compagnie qui fait de l'art. Alors, I Am Gold, c'est lui que je regarde souvent, au Barrick Gold. Vous regardez, alors, ben c'est ça. Alors, ça dépend d'une année à l'autre. Regardons Barrick Gold. N'importe quelle compagnie qui fait de l'art, généralement, je veux dire, le bêta est relativement bas. Parce que quand tu regardes, si tu regardes le S&P vis-à-vis l'art, ils ont tendance à bouger en sens inverse. Alors, le S&P 500, c'est le marché global. Je vais comparer le S&P 500 maintenant avec l'art. Alors, généralement, la bourse bouge dans le sens inverse de l'or. Alors, ça monte pour la bourse, ça baisse pour l'or. Ça chute pour la bourse, ça monte pour l'or. Ça augmente pour la bourse, ça chute pour l'or. Généralement, ils ont tendance à bouger en sens inverse. L'idée derrière ça, c'est que le monde sort leur argent de la bourse, veulent le placer quelque part, ils vont le placer dans l'or pour protéger la valeur de leur argent. OK. Alors, le modèle CAPEM. Le modèle CAPEM avait certaines hypothèses. Certaines sont vraies, certaines ne sont pas vraies. Et ceux qui ne sont pas vrais, même à ça, le modèle fonctionne quand même. Alors, dans le modèle de CAPEM, il n'y a aucun coût de transaction. Ça veut dire si tu veux acheter un titre ou vendre un titre, ça ne te coûte rien. Moi, à chaque fois que j'achète un titre, ça me coûte 10$. Mais sur un investissement de 10 000 ou 20 000 c'est rien ça. Alors, même s'il y a des coûts de transaction, notre modèle fonctionne. Un investisseur peut acheter ou vendre à découvert librement sur le marché. Ça, c'est vrai aussi. Tu peux acheter un titre avec de l'argent que tu ne possèdes pas en empruntant de l'argent et tu peux vendre un titre que tu ne possèdes pas en empruntant le titre de quelqu'un d'autre et de le vendre sur le marché. Donc, si tu achètes en empruntant, on s'attend à ce que tu rembourses ton prêt. Par contre, si tu vends un titre que tu ne possèdes pas, plus tard, on s'attend à le racheter pour le remettre à notre investisseur. Bien sûr, la banque va te demander du collatéral, on appelle ça du margin. Il n'y a pas de taxes. Même dans un monde de taxes, notre modèle fonctionne. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de taxes. Il y a tout le temps il y a des gains capitaux, tu as des taxes à payer dessus. Les dividendes sont taxables pour l'investisseur. Mais même dans un monde avec des taxes, notre modèle fonctionne. Les investisseurs sont averses au risque. Averse au risque ne veut pas dire que tu évites le risque. Ça veut dire que moi, je suis moins averse au risque que quelqu'un d'autre. Je suis prêt à investir dans un titre qui donne moins de rendement. Alors, un titre qui donne du 8 qui a trop de risques, moi, je suis prêt à investir dans un actif qui a un certain niveau de risque. Ce titre, je m'attends à faire du 8 je vais l'acheter. Quelqu'un qui est moins averse au risque, il achèterait quand même le titre. Mais quelqu'un qui est plus averse au risque que moi, il s'attendrait à avoir un rendement plus élevé. Et c'est généralement considéré vrai que les investisseurs sont averses au risque. Ça veut juste dire que plus qu'on prend du risque, plus qu'on s'attend à du rendement. Et plus qu'on est averse au risque, plus que ce rendement doit être important. Maintenant, la prochaine ligne n'est pas vraie. Les investisseurs ont le même horizon temporel. Ça veut dire qu'un day trader, il a le même horizon temporel qu'un régime de retraite. Un day trader, là, à 4 heures, ça, c'est long terme. Un régime de retraite, 50 ans, c'est long terme. Alors, cette ligne-là ne fonctionne pas, mais ça n'affecte pas notre modèle. Mais cette ligne-là n'est pas vraie. Chaque investisseur considère chaque action selon l'aspect rendement-risque. Oui, on regarde le rendement-risque, mais par contre, nos perceptions sont différentes. C'est justement, c'est le concept du marché. Il y a plein de monde qui ont une opinion sur un titre. Alors, si tu penses que le titre est sous-évalué, tu vas l'acheter. S'il est surévalué, tu vas le vendre. Et éventuellement, le point milieu de toutes les opinions, c'est le prix du marché. Les investisseurs contrôlent le risque par la diversification. Oui, ça c'est vrai. Et les investisseurs peuvent prêter ou emprunter de l'argent au taux sans risque. Ça c'est vrai. Alors, tu peux prêter de l'argent au taux sans risque, tu achètes une obligation d'épargne, mais tu peux aussi shorter une obligation d'épargne. C'est comme si tu empruntes au taux sans risque. Alors, ça, c'est les hypothèses de CAPEM.
Mais celui qui est vraiment, vraiment difficile et qui ruine CAPEM, c'est la ligne « Tous les investisseurs considèrent chaque action selon l'aspect rendement-risque ». Ce que ça nous dit, c'est qu'on est tous des robots et on agit tous logiquement quand on investit. Un bon exemple de ça, c'est imaginer que Jean Coutu, demain, ont une journée, tout est à rabais 50%. Bien, il va y avoir une ruée chez Jean Coutu. Si par contre, Jean Coutu, demain, dit on va avoir une journée où est-ce que tous les prix vont être doublés, il n'y a personne qui va aller chez Jean Coutu. Par contre, si la bourse, elle vous donne une journée où est-ce que tout est à rabais à 50%, comme en mars de l'année passée ou en mars de 2009, il n'y a personne qui veut acheter à la bourse. Et quand le prix est doublé à la bourse, il y a une ruée pour rentrer à la bourse. Alors, cette ligne dit qu'on est tous des personnes logiques, mais la vérité, c'est qu'on est tous des personnes illogiques. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre sur à quel point on est illogique. Ça s'appelle Thinking Fast and Slow. L'auteur s'appelle Daniel Kahneman. C'est probablement un des 10 meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Alors, si jamais vous voulez une très bonne lecture, Thinking Fast and Slow, vous n'allez pas être capable de déposer le livre, il est tellement bon. Alors, c'est justement, lui, il nous dit qu'on n'est pas des personnes logiques. On est influencé par tous nos... On est biaisé à l'interne. Alors, on est capable de juger toutes les autres personnes, mais on n'est pas capable de juger nous-mêmes parce qu'on est biaisé. Alors, c'est pour ça que le modèle CAPEM ne fonctionne pas, c'est qu'on assume que tout le monde est des robots et qu'on fait tous nos investissements de façon logique. OK, donc, tantôt, on avait vu l'exemple dont on avait l'actif A. L'actif A avait un rendement de 15% avec un risque de 2%. On avait l'actif B qui avait un rendement de 20% avec un risque de 3%. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, je vais changer la slide. La slide, ça ne sort pas si bien. Je vais le mettre comme ça. Alors, je vais le mettre comme ça. Alors, ici, on va regarder tous les portefeuilles possibles. Alors, tous les points, imaginez des centaines, des milliers, des millions de portefeuilles possibles. Toutes les combinaisons possibles de tous les titres à la bourse, ce serait un point. Alors, ici, on a le point. Alors, ici, on a rendement et ici, on a risque. Alors, tantôt, on avait un portefeuille qui pouvait être 100% investi dans le titre A. Le risque de A était de 2%. Et le rendement de A était de 15%. Alors, imaginez que ce point-là, c'est le portefeuille qui a 2% risque, 15% rendement. Alors, 2% risque, 15% rendement. Et imaginez que ce point ici, c'est le portefeuille 100% investi dans B. Donc, 3% risque, 20% de rendement. Donc, plus de risque, plus de rendement. On part de ici à ici. Bravo. Mais on avait vu qu'il y avait un portefeuille qui nous donnait 17,5% de risque, 17,5% de rendement avec 1% de risque. Alors, ce point ici, je veux dire, peut-être ce point ici nous donne 17,5%. On a moins de risque, mais on a plus de rendement. Donc, tous les portefeuilles qui sont possibles à n'importe quel niveau de risque, supposons que ça, c'est le risque 4%, le portefeuille qui nous donne le plus de rendement, c'est le portefeuille qui est efficace. Alors, d'une autre façon, si je te dis que des actions de Apple, on s'attend à faire du 20%, ou des actions de BlackBerry, on s'attend à faire du 20%. Le risque de Apple est moins grand que le risque de BlackBerry. On devrait nécessairement investir dans Apple pour du 20%. Ou si j'ai deux titres qui ont un risque, qui ont le même risque, mais j'en ai un qui a plus de rendement, je devrais choisir le portefeuille qui a plus de rendement. Donc, je vais faire la liste de tous les portefeuilles possibles. Je vais calculer le risque de chacun de ces portefeuilles et le rendement attendu de chacun des portefeuilles et je vais le mettre sur le graphe. Alors, pour n'importe quel point de risque, je veux avoir le portefeuille qui me donne le plus de rendement. Donc, si je me dis, moi, je veux prendre 2,5% de risque, alors, 2,5% de risque, c'est ici. Je veux le portefeuille qui me donne le plus de rendement possible. Je ne vais pas choisir ce portefeuille ici, il me donne un rendement négatif. Je ne vais pas choisir ce portefeuille ici qui me donne du 5%, parce que j'ai un portefeuille ici sur la frontière
qui me donne supposons, du 12 %. Donc, à 2,5 % de risque, je vais prendre le portefeuille qui maximise mon rendement. Ici, à 5 % de risque, je veux le portefeuille qui maximise mon rendement. À n'importe quel point, je veux prendre le portefeuille qui maximise mon rendement pour n'importe quel point de risque. Et bien sûr, il va tout le temps avoir un point minimum de risque si tu es investi à la bourse. Pourquoi? Le seul titre qui n'a aucun risque, c'est le taux sans risque. Donc, la frontière ici, on va appeler ça la frontière efficace. Pour n'importe quel portefeuille, pour n'importe quel niveau de risque, je veux prendre le portefeuille qui me donne le plus de rendement. Et si je prends tous les niveaux de risque et tous les portefeuilles optimales, je vais appeler cette courbe la frontière efficace. Et si vous remarquez, on commence peut-être à du 1 % de risque. Et quand ça augmente, alors le rendement augmente, mais par contre, c'est concave vers le bas. Donc, si je prends 6 % de risque, je vais avoir peut-être 10 % de rendement. Mais si je prends 12 % de risque, ici, je vais peut-être juste avoir 11 % de rendement. Donc, le bénéfice marginal est décroissant. Je prends plus de risques, j'ai plus de rendement, oui, mais le montant additionnel de rendement que j'ai est à la baisse. Et on va dire que pour n'importe quel portefeuille diversifié, tous les points, c'est des portefeuilles diversifiés, je ne veux qu'acheter, les seuls portefeuilles que je veux acheter, c'est les portefeuilles qui sont dans cette courbe. Donc, ça me dit que pour n'importe quel point, je veux avoir un rendement qui est sur cette courbe. Tous les autres portefeuilles ne sont pas efficaces. Alors, ce portefeuille ici, j'ai 3 % de risque pour 7 % de rendement, mais ici, ce portefeuille, j'ai 3 % de risque pour 15 % de rendement. Donc, je vais préférer tous ces portefeuilles à tous les portefeuilles en dessous de la courbe. Alors, je peux investir n'importe quelle proportion entre 0 et 100 % dans les titres du portefeuille. Alors, si c'est un portefeuille diversifié, je peux investir 1 % dans la compagnie 1 et 0,2 % dans la compagnie 2 et ainsi de suite. Alors, c'est tout simplement une combinaison. Je ne connais pas la combinaison. Alors, si j'investis 100 % de mon argent cash, je veux acheter nécessairement un titre sur cette frontière. Par contre, selon nos hypothèses, il y a un taux sans risque et je peux emprunter et prêter de l'argent à ce taux sans risque. Donc, je peux acheter n'importe quel titre qui est sur la frontière efficace, mais je peux aussi acheter 100 % de mon portefeuille, je peux l'investir dans le taux sans risque. Quel est le risque de ce portefeuille? C'est 0. Et je vais quand même faire mon 3 %. Par contre, ici, le portefeuille diversifié qui a le moins de risque au marché, il est ici. Alors, le portefeuille qui est sans risque, ici, le portefeuille de risque minimal, il est ici. Je peux quand même je peux investir. Alors, le point tangent entre la courbe et cette ligne. Ici, le point qui est tangent, ça veut dire un portefeuille qui est 100 % investi à la bourse. On va appeler ça le portefeuille P. Alors, le portefeuille qui est le plus efficace selon le rendement risque-rendement. Par contre, je peux quand même créer un portefeuille qui est encore plus efficace que la frontière efficace en empruntant ou en prêtant de l'argent. Regardez, ici, si j'investis dans le portefeuille zéro risque, j'ai peut-être le portefeuille qui a le minimum de risque. Alors, le portefeuille qui est juste ici, peut-être que le risque est de 0,5 % pour un rendement de 7 %. Ce que je peux faire, c'est que je peux investir un certain montant dans le portefeuille optimal et un certain montant dans le taux sans risque pour créer ici un portefeuille qui est encore plus efficace. Alors ici, ça veut juste dire cette ligne ici entre 0 et le portefeuille optimal, c'est tout simplement un certain pourcentage qui est investi dans le portefeuille optimal et le reste qui est investi dans le taux sans risque. Par la suite, entre le point optimal et l'infini, je peux shorter le taux sans risque pour investir davantage dans le point optimal. Ce qui ferait en sorte que j'ai encore plus de rendement pour le même niveau de risque. Alors, si je veux un rendement qui est plus grand,
Pour le même niveau de risque, je peux shorter les bons du Trésor et investir le portefeuille optimal et ça va me donner un rendement excédentaire supplémentaire. Ça a l'air d'être un peu complexe, mais peut-être avec un exemple, je suis capable de vous l'expliquer. OK? Alors, le rendement attendu des actionnaires, selon CAPM, c'est le taux sans risque, plus bêta fois le rendement attendu du marché moins le taux sans risque. Donc, le rendement attendu de la Bourse de Toronto est de 14 %. Le bêta du titre est de 1,5. Les bons du Trésor donnent du 4 %. Quel est le rendement attendu du titre? Si la variance du titre est de 0,01, quel est le rendement et la variance d'un portefeuille qui est investi 70 % dans le titre et 30 % dans les bons du Trésor? OK, alors, ici, je dis le bêta du titre, mais c'est un portefeuille diversifié sur la Bourse de Toronto. Un bêta de 1,5 vis-à-vis la Bourse de New York. Donc, le rendement attendu d'un portefeuille diversifié à la Bourse de Toronto, c'est le taux sans risque 4 % plus bêta 1,5 fois le rendement attendu du marché, moins le taux sans risque. Donc, un portefeuille qui est un portefeuille diversifié à la Bourse de Toronto va faire du 19 % quand la Bourse de New York fait du 14 %. Par contre, un portefeuille qui est 70 % investi dans ce titre et 30 % dans des bons du Trésor. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux sans risque et le rendement de la bourse? Ça, c'est une question qu'on se pose. OK, alors quel est le rendement du portefeuille? 70 % est investi dans le portefeuille de la Bourse de Toronto et 30 % est investi dans le taux sans risque qui donne du 4 %. Ce portefeuille nous donne 14,5 %. Quelle est la variance de ce portefeuille? Alors, quelle est la variance de 0,7 fois le titre plus 0,3 fois le taux sans risque? Alors, 0,7, la variance de 0,7 fois le titre plus 0,3 fois le taux sans risque, ça va être 0,7 au carré fois la variance du portefeuille, plus 0,3 au carré fois la variance du taux sans risque. Quelle est la variance du taux sans risque? Quelle est la variance, quel est le risque du taux sans risque? Et par la suite, plus 2 fois 0,7 fois 0,3 fois la covariance entre le taux sans risque et le marché global. Alors, si on est sans risque, on sait c'est quoi le rendement du taux sans risque. Si le marché global, il bouge, quel est le rendement du taux sans risque? Il va tout le temps être constant à du 4 %. Donc, il n'y a aucune covariance entre le taux sans risque, il n'y a aucune corrélation entre le taux sans risque et le marché. Donc, quelle est la variance de 0,7 % du titre plus 0,3 % du titre? C'est 0,7 au carré fois la variance du titre plus 0,3 au carré fois le risque ou la variance du taux sans risque, qui va tout le temps être de 0. Plus 2 fois 0,7 fois 0,3 fois la covariance entre le titre et le taux sans risque. Alors, le taux sans risque, il est constant, il ne bouge pas. Alors, quoi qu'arrive avec le titre, le taux sans risque va donner du 4 %. Donc, il n'y a aucune relation entre le taux sans risque et n'importe quel autre titre. Donc, la variance d'un portefeuille qui est 70 % investi dans le titre et 30 % dans le taux sans risque va être égale à 0,0049 et la racine carrée, c'est égal à 0,07. La variance du titre, elle est égale à 0,01, donc l'écart type du titre est égal à 0,1 et 70 % est investi dans ce titre. Donc, remarquez que 70 % de 0,1 d'écart type, c'est 0,07. Justement, à cause de l'indépendance entre le taux sans risque et le titre. Donc, si on revient ici, si j'ai soit, alors, le portefeuille ici, P, c'est 100 % investi dans le titre optimal. Le titre optimal nous donne du 19 % avec un risque de 0,01. Et on a un portefeuille ici qui nous donne du 14,5 % avec 0,07 de risque.
Alors, je le mets ici. Alors, 0,07 de risque, j'ai 14,15 %. Mais il y a un portefeuille qui a 0,07 de risque qui nous donne moins que 14,5 %. Donc, en investissant dans le taux sans risque, on enlève une grosse partie du risque tout en maintenant une plus grande portion du rendement. Alors, ici, on a le rendement du taux sans risque qui est de 4 %. Ici, on a le rendement du marché qui est de 14 %. Alors, n'importe quelle combinaison linéaire du taux sans risque et le portefeuille va nous donner un rendement qui est excédentaire à n'importe quelle combinaison des actifs sous-jacents du portefeuille. Et ici, on est capable, alors ici, si je regarde le point qui est juste ici, supposons qu'en plus d'investir 100 % dans le portefeuille P, j'emprunte 50 % au taux sans risque et je l'investis au taux P. Je vais avoir, pour un niveau de risque, ici, je vais avoir plus de rendement que n'importe quelle combinaison linéaire des actifs sous-jacents du portefeuille P. Alors, on appelle ça la frontière efficace ou Efficient Market Theory. Mais par contre, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des critiques de ce modèle, la frontière efficace, Efficient Frontier. OK. Donc, la covariance entre deux titres, c'est la somme de toutes les possibilités de X moins la moyenne de X fois toutes les possibilités de Y moins la moyenne de Y fois la probabilité de ce X et de ce Y. Et la corrélation, c'est la relation entre les deux actifs. Quelle est la force entre lesquels X et Y bougent? Mais la corrélation, c'est égal à la covariance divisée par chacune des écarts-types. Bêta, par contre, c'est cette même covariance divisée seulement par la variance du marché. Donc, si je regarde la corrélation entre Walmart et le marché, c'est la covariance entre Walmart et le marché divisé par l'écart-type de Walmart divisé par l'écart-type du marché. Le bêta de Walmart, c'est la covariance entre Walmart et le marché divisé par la variance du marché. Donc, covariance ici, dans cette équation, je peux découler la covariance. C'est égal à la corrélation fois l'écart-type du titre, l'écart-type du marché. Donc, si je plug cette covariance ici dans la deuxième équation, c'est la corrélation entre le titre et le marché fois l'écart-type du titre fois l'écart-type du marché divisé par la variance du marché. Donc, l'écart-type va s'annuler au numérateur et au dénominateur. Il me reste juste l'écart-type au dénominateur. Donc, souvent, pour vos questions d'examen, je vous donne la corrélation et je vous demande de calculer bêta, ou je vous donne bêta et je vous demande de calculer la corrélation entre les deux titres. Donc, un exemple récapitulatif. Les actifs de Walmart totalisent 180 milliards. Alors ça, c'est en 2013, financé par 120 milliards de dettes. Donc, 2 tiers de Walmart est financé par de la dette à 5 %. 60 millions de Walmart, le tiers de Walmart est financé par des actions ordinaires. Le prix d'une action de Walmart est de 68 $. Mais ça, écoutez, ça, c'est en 2013. Depuis 2013, Walmart, le prix de l'action, elle a vraiment bougé. Elle a vraiment bougé en 2019. Ça, c'est dû au shopping online. Mais je veux dire, Walmart n'avait pas bougé entre 2000 et 2000. Si vous regardez entre 2000 et 2018, Walmart n'a vraiment pas bougé. Alors, Max. C'est ça. Alors, si vous regardez entre 2000 et 2018, alors entre 2000 et 2018, le prix n'a vraiment pas bougé. Mais à cause du shopping online, elle a vraiment bougé depuis. Alors, de 2018 à aujourd'hui, elle a triplé en valeur. Entre 2000 et 2018, elle n'a vraiment pas bougé. OK, alors, un tiers, c'est des actions ordinaires. 2 tiers, c'est de la dette. Le bêta est égal à 0,42. Ça, c'était vrai à l'époque. Le rendement attendu du marché est de 10 %, taux d'inflation de 3 %. L'écart-type de Walmart, 0,4. L'écart-type du marché, 0,5. Walmart payera un dividende dans un an de 1,70. Walmart est taxé à 40 %. Calculer le rendement attendu par les actionnaires pour une action de Walmart, calculer la covariance entre Walmart et le marché, calculer la corrélation entre Walmart et le marché. Donc, le rendement de Walmart,
selon CAPM est égal au taux sans risque plus bêta fois la prime excédentaire de risque, donc le rendement attendu du marché, moins le taux sans risque. 3 d'inflation, on s'attend à au moins faire 3 plus 0,42 du 10 moins le 3 alors le 7 excédentaire. Alors, un actionnaire de Walmart, il est satisfait avec 5,94 Pourquoi? Le bêta est plus petit que 1. Si j'ai un portefeuille diversifié, je m'attends à faire du 10 mais j'ai moins de risque que le marché global. Je suis prêt à accepter moins de rendement, mais je veux au moins faire le taux sans risque. Donc, entre 3 et 10 exactement selon notre modèle, 5,94 Alors, le bêta du titre, c'est égal à la covariance. Alors, le bêta du titre est égal à 0,42, est égal à la covariance entre Walmart et le marché divisé par la variance du marché. J'ai l'écart type du marché de 0,5, donc la variance, c'est 0,5 au carré. Donc, bêta est égal à covariance divisé par variance. Je connais le bêta de 0,42. L'écart type, elle est de 0,5, donc la variance, c'est 0,5 au carré. Donc, 0,42 fois 0,5 au carré me donne la covariance entre Walmart et le marché, 0,105. La seule information qu'on a ici, c'est que c'est positif. On ne sait pas si cette corrélation, elle est forte. On va regarder maintenant la corrélation. Donc, ça va être la covariance, 0,105, divisé par l'écart type de Walmart, divisé par l'écart type du marché. Donc, la corrélation, c'est covariance divisé par écart type. On vient juste de calculer la covariance 0,105, divisé par l'écart type du marché 0,5, divisé par l'écart type de Walmart 0,4. Et donc, on a une corrélation qui est égale à 0,525, qui a de l'air plus ou moins à la réalité. Si on revient à Walmart, puis on compare Walmart avec le S&P 500, encore une fois, vous voyez que Walmart bouge un peu dans la même direction que le marché en général, mais je veux dire, ils vont dans la même direction, mais quand ça plante pour la bourse, ça plante moins pour Walmart. Quand ça grimpe pour la bourse, ça grimpe moins pour Walmart. Alors, si on regarde du 24 février 2020 à aujourd'hui, je veux dire, Walmart, elle a augmenté un peu, mais vous voyez que la bourse en général, elle a vraiment augmenté. Alors, ça a vraiment augmenté dans la dernière année pour la bourse. Walmart, ça a augmenté un peu. Mais quand ça a planté, Walmart a tout simplement eu un petit blip. Mais c'est la même chose en 2009. Alors, le monde va continuer de magasiner chez Walmart durant une crise économique, tout comme dans un boom. OK, alors la corrélation, elle est positive, mais je veux dire, elle n'est pas parfaite. OK, alors le modèle de Gordon, qui est le deuxième modèle qu'on a vu pour les actions, alors c'est tout simplement la valeur actuelle, le prix d'une action est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Et généralement, c'est une progression géométrique, mais même si ce n'est pas une progression géométrique, alors le taux de croissance des dividendes est nul, ce modèle fonctionne. Alors, le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par le rendement attendu des actionnaires moins le taux de croissance. À l'examen, je vais soit vous donner le dividende dans un an ou le dividende qui a été versé hier. Le dividende dans un an est égal au dividende qui a été versé hier fois 1 plus le taux de croissance. Donc, pour toutes les progressions géométriques, le prix, la valeur au temps 0, c'est égal au cash flow au temps 1 divisé par I moins G pour toutes les progressions géométriques. Donc, le premier cash flow doit être dans une période. Donc, le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende au temps 1 divisé par le taux d'intérêt moins le taux de croissance. Alors, selon le modèle de Gordon, quel est le taux de croissance de Walmart? Donc, le prix de l'action est de 68. Le dividende dans une période, il est donné 1,70. Donc, pas besoin de l'actualiser. Le rendement attendu des actionnaires, on vient juste de le calculer, 5,94 Donc, le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende dans un an divisé par I moins G. Donc, 68 c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Alors, dividende au temps 1 divisé par I moins G. Et on est capable d'isoler G. Donc, on divise par 68 de chaque côté. On multiplie par I moins G de chaque côté. Alors, I moins G est égal à 1,70 divisé par 68. Et on fait juste isoler le G par la suite.
Alors, ça nous donne un taux de croissance qui est égal à 3,44 %. Alors, on est capable d'extrapoler le taux de croissance selon notre modèle. Pour Walmart, on s'attend à des croissances des dividendes futurs de 3,44 % par année. OK. Alors, la prochaine slide, souvent, au début du cours, on avait parlé du coût moyen pondéré du capital. Alors, le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement. Pourcentage dette, pourcentage action fois le rendement des actionnaires, plus pourcentage dette fois le rendement de la dette après impôt, plus pourcentage preferred fois le rendement des preferred. La dette, elle est déductible d'impôt, donc on a souvent besoin de savoir quel est le taux corporatif. Souvent, il va être donné. Alors, je vais vous dire, le taux corporatif aux États-Unis en ce moment est de 20 %. Au Canada, le taux corporatif est aux alentours de 30 à 35 %. Alors, généralement, le taux corporatif est fait de telle façon à ce que si je prends le taux de dividende plus le taux corporatif, ça me donne le taux personnel d'impôt. Alors, d'une personne très riche. Alors, quelqu'un qui reçoit des dividendes, probablement, c'est une personne qui est très riche. Le niveau de taxe pour les plus riches, c'est aux alentours de 50 %. Le taux corporatif est de 35 % ou 30-35 % et le taux de dividende est aux alentours de 15-20 %. Donc, 15 % plus 35 % est égal à 50 %. On appelle ça la double taxation. Par contre, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plupart des compagnies ont des crédits d'impôt. La ligne dépréciation, c'est des crédits d'impôt. Donc, même si le taux comparatif est de 35 %, la compagnie ne paye pas 35 % à cause de ses crédits d'impôt. Donc, on va regarder quel est le pourcentage qui a été payé effectivement par la compagnie. Alors, si vous regardez Apple, elle a trouvé tellement de crédits d'impôt avec du offshoring. Alors, je veux dire, on parle d'éliminer ces loopholes. Je veux dire, en ce moment, toute la recherche de Apple nous dit que toute la recherche, elle se fait en Irlande. OK? Toute la recherche se fait en Californie, mais c'est détenu par une compagnie en Irlande. L'Irlande, le taux corporatif est de 10 %. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Apple a créé un produit et licencie avec une autre compagnie et licencie ce produit à Apple. Donc, Apple paye des frais en Irlande pour un produit qu'elle détient aux États-Unis. Donc, c'est comme moi, je paye des frais en Irlande, la compagnie en Irlande fait tous les profits. Alors, elle charge, je ne sais pas, 5 milliards en coûts à chaque année en Irlande pour un produit qui a été fait en Californie. Donc, ça, c'est 5 milliards, c'est des profits en Irlande qui est taxé à du 10 % versus aux États-Unis qui serait taxé à du 20-30 %. Donc, on parle d'enlever ces loopholes. Alors, c'est du offshoring en anglais. On parle d'éliminer ça. Mais en conséquence, on ne peut pas utiliser le taux corporatif de 20, 25, 30 %. On doit regarder quelles sont les taxes qui sont payables de la compagnie sur le bénéfice imposable, earnings before tax. Donc, si on ne connaît pas le taux corporatif, on va utiliser le taux effectif. Même si on connaît le taux corporatif, on devrait utiliser le taux effectif. Donc, on a parlé du coût moyen pondéré du capital, weighted average cost of capital. C'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de l'entreprise après taxe. Donc, la dette, c'est déductible, les intérêts sont déductibles d'impôt. Tu as des preferred shares, les dividendes ne sont pas déductibles d'impôt. Et tu as des actions ordinaires, les dividendes ne sont pas déductibles d'impôt. Souvent, pour une compagnie, il va y avoir pas de preferred share. Et d'autant plus, pour une compagnie high-tech comme Apple ou Amazon, c'est très rare que ces compagnies-là vont avoir de la dette. Ici, on regarde toute la dette, incluant les passifs comme les comptes à payer, les comptes à payer, puis le régime de retraite, s'il y en a un. Ben, regardez ça d'une autre façon. Une compagnie au tout début, il n'y a aucune banque qui est prête à emprunter de l'argent à une compagnie nouvelle. Alors, si toi, tu as un start-up avec un nouveau produit, c'est très difficile de trouver du financement à travers une banque. Tu vas émettre des actions. Si ton produit a du succès, supposons que ton produit, c'est Apple, puis tout d'un coup, les profits y rentrent, tu as tellement de profits, ben, tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent. Si par contre, tes profits n'arrivent pas, peut-être que tu vas fermer tes portes. Donc, les compagnies high-tech, il y en a très peu qui ont de la dette. Très, très peu.
Des compagnies qui ont de la dette, c'est des compagnies matures que ça fait comme 20-30 ans qu'ils existent, comme Walmart, toutes les banques. Je veux dire, du monde prête de l'argent à ces compagnies-là et avec cet argent-là, ils financent leurs projets. Mais les compagnies high-tech, c'est très rare, comme Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, BlackBerry, ils ont très peu de dettes. Donc, le risque de banqueroute est très faible. On peut quand même fermer nos portes, BlackBerry peut-être. Mais si vous regardez les états financiers de ces compagnies-là, vous allez remarquer très peu de dettes. Mais normalement, une compagnie va avoir environ deux tiers dettes, un tiers fonds propres. Alors, ça a l'air d'être la norme. Alors, on voit ça en finance 2. Et la valeur d'une firme, elle va être maximisée là où est-ce qu'on est capable de minimiser notre coût du capital. Donc, le coût du capital, c'est toutes les sources de financement. Alors, le coût du capital, weighted average cost of capital, c'est ton pourcentage de ta compagnie financée par des common shares, fois le rendement attendu des actionnaires, le rendement des common shares, plus le pourcentage de la compagnie qui est financée par de la dette, fois le coût de la dette après impôt, plus le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred, fois le rendement des preferred. Il se peut que ce chiffre, le pourcentage soit de zéro. Donc, le rendement des commons, on a vu le modèle de Gordon et le modèle CAPM. Pour le rendement de la dette, c'est soit un emprunt bancaire ou une obligation d'épargne. Vous devez trouver quel est le rendement des obligations. Et pour les preferred, généralement, le dividende est fixe et flat, mais il se peut que le dividende peut croître d'une période à l'autre. Alors, le pourcentage investi par des commons, plus le pourcentage investi par de la dette, plus le pourcentage investi par des preferred, ben, ça nous donne 1. Et le taux d'impôt qu'on va utiliser, si on ne connaît pas le taux d'imposition, si on ne connaît pas le taux corporatif, on va regarder le taux effectif. Alors, c'était la slide précédente. Si on ne connaît pas le taux, comme au Canada, c'est 35 %, mais généralement, on va regarder quelles sont les taxes qui ont réellement été payées sur le bénéfice imposable. Pourquoi? Parce qu'une compagnie peut avoir beaucoup de crédits d'impôt. Alors, pour Walmart, quel est le coût moyen pondéré du capital de Walmart? Bien, on a vu que 2 tiers de la compagnie est financée. Alors, si on revient à l'exemple de Walmart, 2 tiers de la compagnie est financée par de la dette à 5 %. Alors, pour chaque dollar qu'on paye en intérêt, on va économiser 40 sous en taxes. Donc, on va juste payer 60 % de ce 5 %. 5 % avant impôt, c'est comme 3 % après impôt. On a un tiers de la compagnie qui est financée par des commons et on vient juste de calculer le rendement des commons. Alors, 5,94 %. Donc, on devrait être capable de calculer le coût moyen pondéré du capital de Walmart. Donc, un tiers de la compagnie est financé par du common qui s'attend à du 5,94 %. J'ai 0 % qui est investi dans des preferred. J'ai 2 tiers de la compagnie qui est financée par de la dette. Alors, le rendement des commons, on vient juste de le calculer, 5,94 %. Le rendement de la dette, il est donné, 5 %. S'il n'est pas donné, on regarde quel est, c'est pas le taux de coupon des obligations, c'est le rendement des obligations. Et le taux comparatif, il est donné à 40 %. Donc, quel est le coût moyen pondéré du capital de la firme? Bien, c'est un tiers est financé par du 5,94. J'ai 2 tiers qui est financé par du 5 % avant impôt ou 3 % après impôt. Et j'ai 0 qui est financé par des preferred. Donc, un tiers de la compagnie est financé par des actions qui s'attendent à du 5,94 %. 2 tiers de la compagnie est financé par de la dette à 5 %. Mais pour chaque dollar d'intérêt qui serait versé, on va économiser 40 cents en taxes. Donc, si on a 5 % avant impôt, pour chaque dollar d'intérêt, on paye 60 % net d'impôt. Donc, on paye 60 % de 5 % ou 3 % net d'impôt. C'est le coût de la dette. Et 2 tiers de la compagnie est financée par du 3 % net d'impôt. Donc, en tout, tous les projets, le coût moyen pondéré du capital est de quasiment 4 %, 3,98 %. Donc, tous les projets futurs de cette entreprise vont être escomptés à du 4 %. Alors, tous les projets. Alors, si Walmart veut ouvrir un nouveau Walmart à Montréal,
Elle va regarder quel est le coût de l'investissement au temps zéro. Elle va projeter les cash flows futurs pour toutes les années, pour peut-être les 10 prochaines années. Et elle va escompter tous ces cash flows à du 4 %. Alors, la valeur des projets, c'est tout le cours Finance 2. C'est un cours que j'adore donner. De tous les cours que je donne, c'est mon préféré. Alors, c'est justement l'évaluation de projet. Donc, 3,98 %, c'est le taux d'intérêt auquel on escompte tous les cash flows futurs pour un projet. OK, alors, ceci termine le cours d'aujourd'hui. Alors, on a vu maintenant toute la matière pour l'examen.